Quelque chose qui a fait la différence, c'est recruter lentement, virer rapidement. Un gars comme Brez, il a scalé de à peu près 50 à 1M en même pas 6 mois juste avec le clipping. C'est la strat qui est folle avec le podcast, c'est que t'as 30 shorts à faire, même en faire des carousels, des stories, des posts LinkedIn. Un peu justement le format du fainéant. Comme on a fait 70 000 de profit. Je vois beaucoup de gens qui sont bloqués à faire des contenus tout simplement pour être visibles, mais pas forcément auprès de la bonne audience, et ils savent pas convertir surtout le trafic qu'ils ont. Une bonne offre, pour moi, c'est 4 lettres. Bienvenue dans ce 8e épisode du Post Club. Aujourd'hui on reçoit Hans. Hans, comment ça va? Ça va très bien, toi, frère. Ça va nickel, écoute. Rapidement, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui peut-être ne t'ont pas encore vu sur les réseaux ou quoi? Du coup, pour ceux qui connaissent pas, moi, c'est Hans. J'ai 18 ans, bientôt 19, malheureusement. J'ai commencé à peu près 4 ans, ouais, vers 13-14 ans. Et maintenant, je m'appelle personal brand et j'accompagne des coachs à scaler, structurer leur activité. Ceux qui sont bloqués entre 5 et 20 à structurer, à passer le palier des 30-40 000 de profit. Ok, nickel. Toi, actuellement, pour parler quelques chiffres, pour hooker un petit peu, pour donner envie aux gens de rester et de comprendre pourquoi est-ce que tu es susceptible de les aider, combien de CA tu as pu générer sur tes meilleurs mois? Alors, mon meilleur mois, c'était septembre. Du coup, là, on va attaquer octobre. On vise les 100 000 de profit. Septembre, on a fait 70 000 de profit. Et pour que les gens puissent avoir une idée, sur la même offre, justement, j'ai donné des coachs à scaler publiquement. Il n'y a même pas, alors en mai, mais c'était il y a combien de temps? 5 mois? 5 mois, à peu près? Ouais, Oh, ben, il y a 5 mois, on était à 5 000 de profit. ok. Donc, ouais, on est passé de 5 à 70 000 en 5 mois sur l'offre. Ok, ouais, c'est vrai que j'ai vu un petit changement. Moi, je te suivais depuis quelques temps. J'avais vu surtout, tu avais beaucoup de comptes qui étaient un peu partout. Du coup, le clipping, ce que tu fais aussi pour tes clients, je pense, et que tu continues à faire même pour toi. C'était quoi l'œuvre que tu avais avant Oubundacel, justement? Alors, j'ai toujours accompagné les coachs. Simplement, en Ouais. fait, je le faisais dans l'ombre. Je ne montrais pas mon visage. J'avais vraiment l'agence, etc. J'avais aucune personal brand par rapport à ça. Et j'avais par contre une personal brand depuis un petit moment. Sûrement là que tu m'as vu, j'ai accompagné juste des gens à démarrer le growth operating. J'accompagnais des jeunes. Puis après, je me suis dit, bon, plutôt que d'aider des gens à faire du growth, autant juste développer mon agence et rendre le process public et accompagner encore plus de coachs à grande échelle, quoi. Trop bien. Ok, je vois. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ce business? Est-ce que tu as eu des passifs, hein, des autres business avant, dans des trucs qui avaient rien à voir, qui t'ont mené justement à faire ça? Ouais, c'est clair, frère. J'ai fait un peu de dropshipping comme tout le monde, je pense. Du coup, quand je démarre à 13 ans avec Yumi, etc. Ok. SMM avec Iman. Après, le growth operating que j'ai fait dans l'ombre. Ensuite, la vente de formation pour apprendre à faire du growth. Et maintenant, ce que je fais actuellement, simplement le growth. Mais au lieu de viser une petite quantité de clients sur qui je prends un pourcentage, plus prendre plus de coachs et demander du high ticket. Ok, ouais, donc tu fonctionnes pas au pourcentage, tu prends un ticket direct au début, quoi. Ok. C'est ça, un upfront. Et après, pour certains qu'on upsell, oui, là, je prends un pourcentage, je prends des parts. Ok. Et donc pour rentrer un petit peu plus dans le concret, maintenant ta méthode, comment est-ce que tu l'expliquerais à quelqu'un qui justement veut faire plus d'argent avec son business en utilisant par exemple tes stratégies? D'où le hook build and sell. Du coup, en fait, le but, c'est comment tu deviens plus visible. Quels sont tes assets que tu peux utiliser pour devenir plus visible que tes concurrents? Pour la majorité des clients, il y en a très peu pour qui on met en place du clipping, mais la majorité des clients, ça peut être les story ads, les profil ads, ensuite tes reels, ta stratégie de reels. Est-ce que c'est de la crédibilité? Est-ce que c'est des reels de valeur? Est-ce que c'est des reels d'émotion? Donc déjà, ça, c'est la partie pour devenir plus visible. Ensuite, il te faut des assets pour construire de la confiance. Des gens te voient, on entend parler de toi, etc. Tu deviens la personne la plus visible pour ta niche, pour ton avatar client. Comment tu gagnes la confiance des gens qui t'ont vu? Que ce soit avec des séquences de story Instagram, avec YouTube, avec du contenu long, justement, tes micro-chaînes YouTube. Et une fois qu'on a fait ça, après le processus de conversion, donc on hook l'avatar, on construit un lien de confiance, ensuite on vend à l'avatar directement, setting Instagram, appel de vente, voilà. Et sur chaque partie, s'optimiser pour avoir une synergie. Ok, nickel. Ouais, c'est une stratégie qui est très complète. Justement, ouais, il y a différentes étapes du funnel qui sont très bien faites. Salut, je vous prends 2 minutes avant de reprendre le podcast, tout simplement pour vous dire d'ailleurs de liker le podcast. Avec Hans, on a essayé de vous faire le meilleur épisode possible, donc n'hésitez pas à le regarder jusqu'à la fin, je pense qu'il y a beaucoup de value à tirer de ça. Et pour toutes les personnes qui ont un podcast ou qui souhaitent passer sur des podcasts, Podual est maintenant gratuit. Podual, c'est la plateforme que j'ai lancée qui permet de connecter experts et podcasteurs afin de tourner les meilleurs épisodes possibles. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, vous pourrez aussi y retrouver un lien pour prendre un appel avec moi si jamais vous voulez directement qu'on voit ensemble comment est-ce que vous pouvez implémenter le podcast dans votre business ou améliorer celui que vous avez déjà actuellement pour passer un step et
tout simplement le transformer en une machine à clients. Et il y a bien évidemment les réseaux de Hans en description. Et dernière petite info que je viens de lancer, c'est ma newsletter. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez le maximum de valeur chaque semaine sur la création de contenu. Il y a toutes les actus sur la création de contenu, la creator economy, toutes les nouvelles trends, toutes les techniques qui sont adaptées au marché d'aujourd'hui. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer dans la description à toutes les ressources dont vous avez besoin. Sur ce, je vous laisse avec la suite de l'épisode. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Et très bon épisode. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser ces stratégies-là, même si il y en a qui sont encore bloqués à faire des contenus qui n'ont pas vraiment intérêt pour eux. Parce que tout le monde leur dit de faire du contenu, mais pas forcément quel contenu faire, comment bien le faire. Et justement, toi, quelqu'un qui crée du contenu mais qui ne voit pas forcément de résultats, c'est quoi les bottlenecks entre guillemets qui sont possibles à débloquer pour qu'ils puissent commencer à voir des résultats avec son contenu? Quand tu dis pas de résultats, c'est pas de résultats en termes de cash, pas de résultats en termes de De vues. vente, ouais, de vente en gros. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui sont bloqués à faire des contenus simplement pour être visibles, mais pas forcément auprès de la bonne audience, et ils savent pas convertir surtout le trafic qu'ils ont. Principalement, il y a une raison, c'est que les gens ne savent pas contrôler leur ego. Ça veut dire qu'ils vont inconsciemment structurer leur contenu pour faire des vues plutôt que pour faire de l'argent. Si tu veux vraiment faire de l'argent, naturellement, ton nombre de vues va baisser. J'ai jamais fait aussi peu de vues, mais j'ai jamais fait autant d'argent en réalité. Donc, être beaucoup plus intentionnel. Ensuite, comprendre pourquoi les gens qui payent chez toi ont payé. Donc, qu'est-ce qui les a attirés? Quelles sont les valeurs qui les ont attirés, etc. Et utiliser ça, utiliser ça à ton avantage pour être plus précis sur ton contenu et séparer ensuite ton contenu non pas par format mais par intention. Par exemple, au lieu d'avoir le lundi face caméra, ensuite podcast, etc., le lundi, ça peut être valeur. Le mardi, ça peut être émotionnel pour t'attacher. Le mercredi, ça peut être crédibilité, montrer les clients. Crédibilité, plutôt toi. Preuve, ensuite les clients. Donc, quand quelqu'un regarde ton contenu, il passe pas par des formats avec du beau montage vidéo, il passe par des intentions que tu as dans la semaine. Donc, s'il consomme le contenu du lundi jusqu'au dimanche, il est déjà très, très éduqué. Il est déjà passé par tous les niveaux de conscience par lesquels il doit passer pour acheter chez toi. Donc, gagner en attention, viser beaucoup moins les vues et parler uniquement aux 20% de personnes qui peuvent et qui t'ont déjà payé souvent. Qu'est-ce qui les a attirés? Et là, tu commences à convertir beaucoup plus. Ok, ouais, donc il y a une compréhension de la cible dans ce que tu me dis qui est très très importante pour après pouvoir leur faire des contenus qui vont justement directement à elle. Ça fait sens de fou. Euh, Moi, je pense qu'un des trucs qui m'a bloqué et qui bloque pas mal de gens au niveau du contenu, c'est le volume, pas en faire assez, mais du coup, ne pas avoir forcément la data pour comprendre qu'est-ce qui marche, etc. Toi, je vois que tu bombardes pas mal. Est-ce que tu as des méthodes pour faire justement beaucoup de contenu ou c'est juste du tryhard? Pour faire beaucoup de contenu, j'essaie de réduire la friction maximum entre l'idée et la création, d'où le fait que je fasse pareil de FaceTime et donc de contenu qui peut te filmer à l'iPhone et il n'y a genre vraiment aucun effort de montage ou autre dessus. Je me concentre vraiment sur le fond du contenu. Ensuite, après, je vais créer des concepts et vraiment, c'est mettre le moins de travail que possible sur le montage est délégué. Je ne gère pas le montage, j'ai vraiment un monteur. Donc, déjà, ça fait la différence. Que la plupart des gens, c'est le montage qui leur prend du temps. Et moi, j'ai simplement besoin de filmer ma vie. Je vais prendre la DJI comme ça, tu vois. Je peux simplement filmer le podcast. Il va prendre des extraits. Je suis en appel avec ma mère ou quoi que ce soit, je filme. Là, je suis en podcast, il va prendre des extraits. Les appels avec mes clients, il va prendre des extraits. Donc, je réfléchis comme quelqu'un de fainéant et j'essaie de me concentrer vraiment sur qu'est-ce que je fais au quotidien et comment je peux transformer ma vie en contenu. Pas aller prendre 1 heure pour filmer du contenu. Dans tous les cas, je suis déjà en train de faire des appels. Dans tous les cas, je vais faire le podcast. Dans tous les cas, je vais appeler ma mère ou quelles que soient les activités que je fais. Autant juste poser une caméra et après le monteur va prendre des extraits intéressants de ce que je fais de base, même dans tous les cas. Je ne crée pas vraiment de contenu dans la journée. Trop bien. Ouais, justement, c'est la strat qui est folle avec le podcast, c'est que t'as genre 30 shorts à faire. Enfin, ça dépend aussi de la pertinence de l'épisode, mais vu là le contenu court à apprendre, tu peux même en faire des carousels, des stories, des posts LinkedIn et tout. Donc c'est pour ça moi aussi que je fais ce format, c'est parce que c'est un peu justement le format du fainéant, comme tu le dis. Tu balances ça à un monteur et tu lui dis prends les meilleurs extraits qui suivent mon narratif et c'est bon. Ok, trop bien. Et maintenant, pour attaquer plutôt la partie intérieure du business, pas forcément l'acquisition, le contenu ou quoi, enfin si justement ouais, plutôt la partie conversion. Toi, ce qui t'a fait passer de 5 justement 5K en mai à 70K aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi? Alors, bon, il y a pas mal de trucs, mais vraiment principalement, je dirais, les croyances. Euh, Ok. Parce que tes croyances impactent beaucoup ce que tu fais. Une des croyances que les gens, que pas mal de gens, c'est je veux garder à tout prix le contrôle sur le business, je veux que tout soit géré par moi individuellement, ils veulent gérer le montage, ils veulent gérer le setting, etc. Et au final, quand je te dis que personne va aussi bien faire que toi, bah, ça devient ta réalité. Donc, prendre des A-players qui vont faire le travail à ma place pour gagner du levier
Ensuite, être plus intentionnel parce que le moment où je faisais pas mal de vues, je faisais pas tant d'argent que ça parce que je voulais parler à tout le monde. Donc, être plus intentionnel et comprendre les douleurs précisément de mon avatar et aller me positionner dessus. Troisième point, ce serait un élément différenciant. Observer ce qui se fait sur le marché. Il y a plein de gens comme moi qui aident des coachs. Pourquoi on prendra chez moi? Quelles sont les valeurs que je mets en avant? Quelle est la méthode que je mets en avant? Que ce soit moi, ma proposition unique de consommation, Hans, et également la proposition unique de vente. Le produit que je vends, quoi, il est différent, au but d'un seul. Et les croyances sur l'argent en général, tu vois, la plupart, souvent quand je faisais, quand j'étais à 5 000 sur l'offre de table, quoi, déjà à 10, 15 au total avec tous les business et l'agence à côté, mais je pensais que c'était encore beaucoup, justement. Et tu peux pas atteindre un objectif que tu mets sur un piédestal. Tu peux pas faire Mm. 10, 15 000 euros par mois, ou même 20, 30, 40, 50. Si quand je te dis 50, ben, tu te dis c'est beaucoup. Et quand je me disais 50, je me disais, putain, c'est beaucoup quand même. 50, c'est insane. Alors qu'en soi, dès que je me suis dit non, c'est pas si énorme que ça, bah, je l'ai fait. Je vois. Ouais, donc il y a quand même une grosse partie mentale. Moi aussi, je crois beaucoup à ce truc de quand si jamais tu te dis quelque chose qui est impossible, il sera impossible de fait. C'est la Clair. métaphysique, bref. Il faudrait rentrer dans un truc un peu plus complexe. Au niveau de la vente, etc., toi, si tu délègues aussi cette partie, vu que tu parles de iPlayer, c'est une partie qui est très compliquée pour beaucoup de gens, déléguer justement la vente, parce que c'est là où tu te dis, j'ai déjà qualifié des gens, putain, j'ai pas envie que mon closer il tue les prospects, entre guillemets. C'est quoi à peu près ton process de recrutement? Est-ce que déjà tu en as sur cette partie vente ou pas forcément? Alors, moi, quelque chose qui a fait la différence, c'est recruter lentement, virer rapidement. Dès que j'ai des red flags, bah, j'arrête de travailler rapide avec les gens. J'ai pas de difficulté vraiment, parce que sinon, bah, je perds du temps. Et prendre le temps de recruter, les formulaires, faire des appels, tester, euh, pour prendre la meilleure décision possible. Avoir des procédures très claires également. J'essaie de laisser le moins de place au hasard pour bah, les personnes avec qui je travaille, surtout sur le pole sitting. J'ai des procédures très très claires. Euh, un autre point qui a fait la différence également, c'est les incentives. Constamment les motiver, être imprévisible, que ce soit sur la vente ou etc., être imprévisible. Dès qu'ils arrivent à faire une vente, je vais peut-être envoyer un bonus, etc., pour qu'ils aient toujours envie d'aller chercher plus et qu'ils soient constamment plus motivés. Et principalement ça, ouais. Surtout le recrutement. Prendre le temps d'être beaucoup plus lent, mettre beaucoup de barrières à l'entrée sur le formulaire. Rien que sur le formulaire, tu vois déjà avec quel type de personnes tu peux travailler, Hmm. faire un appel avec eux, tester pendant une semaine et toujours avoir quelqu'un en backup, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas indispensables. Donc leur dire, bah écoute, je te teste pendant une semaine, mais il y a au moins 10 personnes qui t'attendent. Comme ça, ils essaient de performer au mieux et après je regarde si je continue. Ouais, donc le mettre en concurrence, etc. Mais il y a une partie qui peut être aussi compliquée, c'est de trouver justement les talents au départ. Tu passes par quoi? Par ton Instagram, justement, vu que tu as une grosse audience ou c'est Ouais, pas. c'est pas grave, honnêtement. Ok, ouais. Et C'est vrai aussi, que c'est ça. sur Insta, en fait, je dis, je recrute setters ou closers. Et je recrute aussi, je cherche des head of setters qui peuvent me mettre en relation et je rémunère le head of setter. Donc, je rémunère des gens qui ont soit des formations où ils forment des setters, des closers, soit des gens qui ont des incubateurs et ils me mettent en relation Ouais. avec leurs meilleurs closers et je les paye pour ça, quoi. Et après, pas mal Ok. le réseau aussi. Ok, trop bien. Moi, du coup, comment je t'ai découvert, c'est en clipping. C'est quoi un peu la stratégie du clipping? Parce qu'on le voit beaucoup aux US. Ça commence à arriver en France, en vrai, c'est de plus en plus. Toi, t'étais un peu early sur ça, je trouve. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour être un bon clipper ou quoi? Enfin, pour que nos clips soient viraux, etc. Bah, au clipping, on le met en place pour de moins en moins de clients là maintenant, justement. Ouais. Parce que c'est très spécifique au B2C, j'ai remarqué. Ouais. Genre Keo, etc., Brett Skills, tous ces gars-là. Pour que tu bosses en clipping, tu dois avoir la capacité d'être quelqu'un qui peut être clippé, justement. Donc, souvent du contenu lifestyle, on a remarqué que ça performe très très bien. Et le contenu très spontané. Un contenu un peu à la Eman Gadzi, studio, très fast cam, ça n'a pas fonctionné. Ce qui performe très bien, c'est quand les gens ont l'impression d'être derrière la scène, quoi. Ils ont l'impression d'être dans ta vie. Donc, c'est pour ça que Brez buzz autant, c'est qu'il est tout le temps en train de Mhm. filmer sa vie et t'as des extraits, en fait, complètement aléatoires, non scriptés. Les gens adorent ça, surtout sur du contenu TikTok, Instagram. Donc, je dirais lifestyle et behind the scene. Pour le clipping, ça performe très bien, mais beaucoup de lifestyle. Si ta vie, elle n'est pas intéressante et que tu vends pas du rêve, c'est très rare que tu sois Mhm. clippable et que tu aies un potentiel de faire des vues. Ok, carrément. C'est vrai qu'en B2C, ça marche beaucoup mieux vu que les gens en B2B sont beaucoup plus besoin de valeurs concrètes et sont éduqués aussi sur le lifestyle ou quoi, et ils savent que, C'est ça. bon, ça veut pas forcément tout dire. Et justement, tu vois un avenir justement dans le clipping ou quoi sur les prochaines années, ou tu penses que c'est quelque chose qui est voué à peut-être être de moins en moins utilisé? Non, je pense que ça va être de plus en plus utilisé. Pour moi, c'est limite concurrent des ads si c'est bien fait. Bah, un gars comme Brez, par exemple, il a scalé de à peu près 50 à 1 M Mm. en même pas 6 mois juste avec le clipping. 1 M de profit par mois. Donc,
Ça fonctionne très très bien, surtout que l'organique prend de plus en plus de place. Et quand tu regardes bien, en fait, tous les gars qui sont bien montés en B2C, Iman, Brez, Keo, tous ces gars-là, c'est du clipping. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour dans les prochaines années. Même Yumi dans notre Ouais. classe là. Moi, c'est de l'ADS à beaucoup moins cher, quoi. Donc, en vrai, Ouais, ça va booster. Et en plus, t'as pas l'impression, t'as pas le petit logo publicité, quoi. Donc, c'est ça, moins inconsciemment, cher. ça fait quelque chose. Ouais, c'est ça, et beaucoup moins cher, et aussi t'es beaucoup plus sécure en tout cas. Tu peux pas te faire ban ton Facebook Ads, tu vois. Dans Hmm. tous les cas, en fait, tu dilues le risque, en fait, parce que bah, t'as plusieurs comptes. Donc, il y a un compte qui se fait ban à toi, tu as toujours un autre compte qui est prêt. Donc, tu stabilises ton business. Ouais, c'est ça, rend un peu anti-fragile. Il y a beaucoup moins de risques. Ok, trop bien. Ouais, voilà, antifragile. Ok. Et justement, maintenant, pour un coach qui nous regarde, qui a son contenu, qui essaye de faire son trou, qui fait ses peut-être 5 10 000 premiers euros, c'est quoi les 3 KPIs qu'il doit traquer absolument si jamais il veut pouvoir comprendre ces blocages et les résoudre? Alors, première KPI, ce serait peut-être le CPV, le cash par vue. Quelle est la relation entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses? Ça permet de voir concrètement ce sur quoi il faut redoubler. Ensuite, je vais plus te donner les KPIs de base, tu vois. Enfin, pour moi, ça, c'est obligatoire en tout closing, tout booking, toute réponse au setting, le ROI, etc. Si tu mets en place des story ads et des profil ads, donc tu rediriges les gens vers ton profil Instagram, ce serait le coût par visite de profil et le coût par abonné qualifié. Et ensuite, la dernière métrique, euh, c'est pas vraiment une KPI directement chiffrée. Ce serait plus quand quelqu'un arrive chez toi et que quelqu'un t'a payé sur ton formulaire d'onboarding, une fois que quelqu'un t'a payé, lui demander pourquoi il t'a payé toi et Oui. revoir voir les valeurs qui Les reviennent. lire. Par exemple, moi, c'est ça, tu vois, quand quelqu'un paye chez moi, j'ai vu que le mot qui revient tout le temps, c'est simplicité, simplicité, simplicité et levier. Donc, une fois que j'ai compris ça, bah, j'ai redoublé sur ça, sur mon marketing, pour plus attirer le 20% des gens qui m'avaient payé cash dès le premier appel. Et quand tu parles de story ads qui redirigent vers le profil, etc., c'est quelque chose que moi je mets pas en place. Je crois voir ce que c'est. C'est les petites stories un peu valeurs et qui il y a marqué voir le profil et c'est pour gagner des abonnés, c'est ça? C'est ça, frère. Ok. Et ça, vous le mettez en place dans un but de trouver des personnes. Enfin, c'est comme de l'ADS mais à moins cher, non? C'est de l'ads. Ouais. Simplement, en fait, au lieu d'essayer de rediriger vers un appel, en fait, tu laisses ton marketing organique faire le travail. Tu essaies simplement de gagner un abonnement. Une fois qu'il s'abonne, il rentre dans ton entonnoir de séquences de story Instagram, il tombe sur les Reels, etc. Et ça laisse justement tout ton compte est bien optimisé, de bien l'alimenter, de bien le nourrir, de lui donner de la valeur. Il gagne confiance en toi 1 2 semaines. Après, setting Instagram et tu rediriges vers un call. Mais il est beaucoup plus éduqué que le prospect moyen qui vient d'une ads VSL qu'il a vu de 8 10 minutes et qui book un appel. Et également, ça te revient moins cher par lead, quoi. Super. Donc en fait, ton contenu va faire le travail de nurture, du retargeting en ads, sauf que là, du coup, c'est de l'organique, donc t'as pas besoin de repayer derrière des coûts vu que le mec il est déjà abonné. C'est ça. C'est super, super, super fort. J'avais jamais pensé à le faire déjà. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à l'appliquer si des gens en voient l'utilité. Je pense qu'en vrai, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est puissant. En tant que jeune qui a commencé du coup encore plus jeune, tu nous as dit 13 ans tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a mis de là-dedans et surtout, est-ce que tu as eu des complications par rapport à ton âge ou quoi? Qu'est-ce qui m'a mis là-dedans dans le business? Déjà, complications, je pense qu'on a tous les mêmes, hein, frérot. T'as quel âge derrière toi? 17 18. 17. Ouais. Bah, Stripe, du coup, Stripe, PayPal, tout ça, les galères de base où ils bloquent ton compte. Et après, ce qui m'a motivé à démarrer, à la base, c'était juste faire de l'argent. Soit j'étais tombé sur une pub de Yumi, donc je me suis dit, en soi, pourquoi pas être riche, quoi. C'est mieux. Ok. Donc, c'était juste ça. Et après, moi, j'ai une petite sœur et j'ai ma mère. Et ouais, pas problème de famille directement, mais j'ai pas envie de pas être capable de prendre soin de ma famille. Donc ça me drive, ça me drive à faire de l'argent pour si là je vais les ramener à Dubaï, ma mère et ma sœur, j'ai envie de prendre soin d'eux. Euh, quitter le lycée aussi. Quand j'ai quitté le lycée, ça m'a pas mal remotivé parce que les gens, quand tu quittes, ils te disent ouais, il va pas réussir ou quoi que ce soit, toutes les merdes qu'ils disent. Donc ça te donne envie de prouver que tu vas bah, réussir du coup. Donc ouais, à la base c'était faire de l'argent et à partir de 16 ans, c'était ma mère, ma sœur et prouver le contraire aux gens. Ok. Putain. C'est fort parce que surtout que t'es jeune, t'as un bel avenir encore devant toi si tu continues comme ça. Donc c'est très cool. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à tirer de tout ça. Euh, pour revenir justement à l'intérieur un petit peu de ce que toi tu proposes aux gens qui viennent t'accompagner, c'est quoi le diagnostic que tu fais souvent qui fait que
ils n'arrivent pas justement à passer au chiffre dont tu parles, de 40 000 euros, etc. par mois. Souvent, c'est un manque de data sur leur business. Ils savent pas pourquoi ils avaient fait leur meilleur mois, donc ils sont même pas capables de répéter les systèmes qui les ont amenés à faire leur meilleur mois. Premier point. Ensuite, ils ont le problème du fait qu'ils n'ont pas de levier. Ils font tout eux-mêmes. Ils font le montage eux-mêmes, ils font le setting eux-mêmes. Et en fait, ton business, faut le voir comme un enchaînement parce que tu as l'acquisition, tu as la conversion et la delivery. Le problème, c'est qu'imaginons, tu mets toute ton énergie sur l'acquisition, tu délaisses la delivery. Tes clients sont moins satisfaits, tu perds des témoignages, donc tu te reconcentres sur la delivery. Et comme tu fais tout toi-même, une fois que tu te reconcentres sur la delivery, tu perds en acquisition, tu perds de la visibilité qui impacte pas de leads, pas de conversion, pas de clients. Donc en fait, comme ils gèrent tout eux-mêmes, là où ils vont déplacer leur énergie, c'est là où ils vont perdre de l'énergie. Et du coup, ils perdent le contrôle sur tous les autres aspects. Il suffit que tu perdes le contrôle sur l'acquisition, tu perds le contrôle sur tout ton business au final. Et donc, tous les mois, en fait, ils sont en train de constamment changer de focus, et ils stagnent. Ou encore pire, ils baissent en résultat. Et le troisième point, c'est souvent des problèmes internes. Donc, le setting n'est pas bon, le closing n'est pas bon, et ils savent pas que c'est un problème. Comme ils traquent pas, justement, ils ont pas de data. Ils vont essayer de régler les problèmes qui ne sont pas le problème parce qu'il manque d'informations clés. Ils vont essayer de régler le problème de visibilité, alors qu'en fait, juste en gardant le même niveau de visibilité, mais en augmentant leur taux de closing à 40%, 50% au lieu de 10-15, bah, littéralement, ils doublent, triplent leur chiffre d'affaires, tu vois. Ultra intéressant. Mais justement, ces gens-là, je me retrouve un peu en eux. Enfin, je m'imagine, je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait tout? Parce que on se dit recruter c'est compliqué, etc. Et en fait, je pense que c'est une des choses qui est la plus dure au début, parce qu'en fait, ils n'ont pas encore les 50 000 euros par mois justement à investir dans une équipe ou quoi. Et ils se disent que bah putain, si je fais 10 000 et que je vais cramer 2 000 dans un secteur, etc., au final, je vais me retrouver avec rien. Alors qu'en vrai, c'est ce qui va justement les faire passer à l'étape supérieure. C'est clair. Surtout que le CTO coûte pas tant que ça. Sur le CTO, tu dois payer à la com. Hmm. Ouais, carrément, il y a moyen de trouver des alternatives, ok, c'est vrai. Ouais, il y Ouais, a de la ouais, c'est différence, hein. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as un exemple, tu un client à toi, un petit case study que tu aimerais partager pour que les gens puissent reprendre cette stratégie-là, justement, voir qu'est-ce que vous avez mis et qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça? Ouais, je vais prendre Faika, par exemple. Une de nos dernières clientes, justement. Elle était accompagnée par pas mal de gros opérateurs. Elle est dans la niche où elle aide les gens à gagner en visibilité grâce à TikTok, à rendre leur business physique beaucoup plus visible avec les réseaux sociaux. Elle était Hmm. accompagnée par un gros opérateur. Elle était à genre 6 000 euros par mois. Elle a fait un meilleur mois à peu près 10 000. Et ensuite, elle est redescendue dès qu'elle s'est fait accompagner et prenait un pourcentage. Donc, elle était à 5 000 euros par mois. Elle ne savait pas pourquoi elle n'arrivait pas à faire plus. Elle avait un problème de closing, mais elle avait aucune idée. Moi, dès que j'ai pu identifier le problème, j'ai vu que c'était closing, conversion et un problème de qualification des leads. Donc, on a fait un appel pour te donner une idée. La rejoint il y a une semaine à peu près. On a fait un appel, on a recadré sur le closing. Je lui ai donné le script qu'il fallait utiliser. Enfin, c'est pas vraiment un script, mais une frame. Ensuite, je lui ai dit comment adapter son message pour gagner en précision et toucher son avatar idéal. Et juste avec ça, à la fin, elle a littéralement fait un témoignage sur Instagram. Elle me renvoie un audio quelques jours après, 6 000 euros encaissés. Ouais. Juste en améliorant l'auto-closing, changeant le prix et en étant un peu plus précis sur son avatar pour attirer l'avatar idéal, le 20% des gens qui peuvent acheter, qui veulent acheter. Est-ce que pour reconnaître bien son avatar, t'avais une méthode au début? Parce que justement, toi, tu vas poser des questions aux gens qui ont déjà acheté, mais quand t'as, je sais pas, deux trois clients, c'est pas assez précis. Parce que par exemple, aller, je sais pas, parler aux gens qui ont besoin de ton offre ou quoi, ça peut être pertinent. Bah, tu vois, c'est intéressant. Tu me vois Adam Swift. Ouais, Bah, lui, il est en train de lancer une offre. Je sais pas si je peux le sur dire, la je vais pas santé. donner trop là. Ah, comment? Sur la santé, biohacking, tout ça, non? Ouais, bah, dans tous les cas, bah, du coup, il est en train de lancer une offre sur la santé. Ce qu'il a mis en place, alors même que c'est un gars qui fait des centaines de milliers d'euros par mois, il a pris le temps de faire des vingtaines, trentaines d'appels avec des gens comme moi dans son avatar idéal, juste de 30 minutes où il me posait une blinde de questions, même il me donnait de la valeur. Ça lui a permis de prendre de la data sur combien je serais pas payé, où sont mes problématiques. Et avec toute cette data, tu enregistres les appels avec Loom, tu donnes le transcript de tous les appels avec Loom et tu demandes à ChatGPT de façonner une offre à partir de ça, justement. Donc, ce sera comme ça que tu peux définir ton marché. Tu prends pas juste, genre, écoute, faisons un appel. J'ai de la valeur à te donner, j'ai pas mal de conseils à te donner en échange. Juste à 5 minutes à la fin, est-ce que je pourrais te poser quelques questions? Et là, tu récoltes le maximum de data sur ce que le marché demande vraiment. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, en vrai, c'est database, des marchés based, entre guillemets, à faire ça. Donc, c'est très, très pertinent. Il n'y a que comme ça. On peut vraiment comprendre parce que se penser, enfin, penser qu'on peut comprendre quelqu'un sans lui avoir parlé, etc., sans avoir de retour clair, c'est un petit peu prétentieux, entre guillemets. Et surtout, ça va pas être la vérité, quoi. Même Ouais. quelque chose que beaucoup de founders SaaS aussi ils font, c'est qu'ils appellent tous leurs clients pour comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont appelé, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté, même leur cible, pourquoi est-ce que le produit il est pas bien, etc. Donc, c'est très, très intéressant selon moi. Pourquoi est-ce que toi, tu es justement dans ce modèle
de high ticket sans prendre de pourcentage, alors que justement beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à se mettre un peu en association sur le CA de leurs clients. Pour moi, en fait, dans mon but, c'est d'aider les gens à passer le cap des 30 000. Et après, une fois qu'on les aide à passer de 30 à 70, voire 100 000 pour certains, là, je prends des parts. Ok. Je n'ai pas envie de prendre des parts à quelqu'un qui fait moins de 30 000 € par mois. Ça ne va pas entre le ratio énergie et le cash que je prends. Souvent, tu prends 10 à 15%, 10 à 15% de 30 000 pour l'énergie que ça demande, ça ne vaut pas la peine. Par contre, là, il y a un peu plus de levier de 30, entre 30 à 100 000. 10 à 15%, c'est quand même 15 000 à peu près s'il fait 100K que je prends par client. Donc, ça fait plus sens. Et souvent aussi, les gens qui prennent des pourcentages, donc souvent les gros qui te demandent rien, qui disent pas d'acompte et qui demandent un pourcentage, c'est juste qu'ils sont pas assez compétents pour demander un upfront. Donc ils prennent un pourcentage et peut-être qu'ils te prennent pas de l'argent, mais ils te prennent du temps. Et c'est encore pire. Ok, super personnel. Ouais, le pourcentage, tu le prends plus tard. En fait, c'est dans la continuité, quoi. Une fois que tu lui as déjà amené les résultats, il a déjà confiance en toi. Et en plus, là, il y a plus aucune barrière. Enfin, il va se dire, let's go, quoi. Continuons pour aller chercher encore plus haut. Ok. Et ton offre, tu l'as construit et brandé d'une certaine façon qui est assez bien, enfin que tu répètes tout le temps et que je trouve ton message il est vraiment bien fait. Comment est-ce que les gens ils pourraient structurer une offre, créer une bonne offre? Hop, aujourd'hui, ça passe par quoi? Une bonne offre, pour moi, c'est 4 lettres. J'ai pris ça chez William Brown. Je l'avais payé NESB. Ça doit être nouveau le mécanisme que tu mets en avant. En quoi la manière dont tu aides à atteindre l'objectif, c'est nouveau. Moi, par exemple, je répète tout le temps ou build and sell. J'essaie de répéter quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Je le mets sur la casquette, je force avec. Ensuite, easy. Faut pas vendre de la complexité. Les gens n'aiment pas les trucs chiants, quoi qu'on dise. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Yumi et tout, ils vont toujours te dire, tu peux atteindre tel objectif simplement. Parce que personne veut payer quelqu'un pour travailler plus ou galérer encore plus. Easy, il faut que tu vendes de la facilité. Ensuite, safe, faut pas que ça sorte les gens de leur zone de confort. Si on prend l'exemple de Yumi, moi j'adore comment il avait structuré l'offre en dropshipping. Nouveau dropshipping, personne n'en a parlé, c'est la nouvelle opportunité. Easy, c'est simple. Tu peux démarrer sans stockage, tu n'as pas besoin de budget, Shopify, c'est gratuit. Ensuite, safe, il ne te fait pas sortir de ta zone de confort. Tu peux démarrer sans pour autant faire après. Tu peux être étudiant fauché comme moi, Yomi Denzel. Tu as juste besoin d'un ordinateur et d'un Wi-Fi. Il sait exactement qu'est-ce que son avatar a déjà et qu'est-ce que son avatar veut éviter à tout prix. Donc, il ne sort pas de la zone de confort. Et ensuite, gros potentiel, ils vont vraiment un rêve avec où il te dit, écoute, regarde-moi, j'ai fait 1 million d'euros en 24 heures avec. Je t'apprends à faire 10 000 € par mois, mais non, regarde, je chiffre quand même énormément, beaucoup plus qu'à 10 000 € par mois simplement. Et donc, ils vont à une situation bien plus éloignée que ce que lui vend simplement avec sa formation. Donc, si tu appliques cette frame, quelle que soit la niche, offre irrésistible, justement. Très très bien. Justement, tu me disais que c'était dans un call avec un mec aux US que tu avais eu ces infos, etc. Enfin, que tu avais repris ça. J'ai vu aussi que tu avais pris un call avec Nick, un mec que je vois beaucoup sur Insta aussi, que je trouve très très bon. Euh, pour toi, l'importance d'aller se former autre part, aller prendre ces infos, pas forcément en France, voir différents points de vue, c'est quelque chose qui est présent? Ouais. Tu me parles de, est-ce que ça fait sens d'aller payer des gens à l'étranger? Ouais. Ah, mec, c'est clair. Moi, je me forme pas, j'ai aucun gars chez qui je me forme en France actuellement, en soi. Ouais, j'en ai aucun en soi. Je me forme que chez le marché américain parce qu'en fait, dans tous les cas, en France, c'est la continuité. En tout cas, sur l'infoprenariat, c'est la continuité du marché américain. Donc, ils ont Ouais, accès aux prendre de meilleures l'avance. stratégies. Ouais, autant prendre de l'avance, quoi. Surtout si tu parles anglais, autant l'utiliser. Ok, c'est très intéressant. Euh, Justement, j'avais pensé à plutôt, au lieu de tu sais, prendre des accompagnements, etc. Là, un truc que je songe à faire, c'est plutôt prendre des calls avec des gros mecs aux US, peu importe, même si ça coûte plus cher que un accompagnement d'un français. Je prends, je sais pas, des petits consultings de 30 minutes, 1 heure avec différents mecs ou quoi, ou celui qui a le plus de sens pour moi. Et full focus sur ça, c'est un peu ce que tu fais, non? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça revient à plus cher à l'heure, mais au final, c'est tellement rapidement rentabilisé. Si tu prends les bonnes infos, ça en vaut la peine. Toi, tu t'es full formé avec des gens où au début, tu as fait un peu un autodidacte. Moi, je regrette d'avoir fait en autodidacte. Si je m'étais formé plus tôt, je serais déjà en train de gagner beaucoup plus. C'est vrai. C'est vrai que même moi, je fais la stratégie du mec qui veut tout apprendre dans les livres, mais en vrai, Ouais, les livres, avoir des ouais, mecs qui j'en ai ont. lu trop. Ah ouais? Ouais, ça Putain, sert à rien à mais. faire. Si Non. ton objectif, c'est juste de gagner de l'argent rapidement, ça sert à rien. Je l'ai remarqué. En J'aime fait, il y a pas des dire ça classiques. parce que, Il y a des livres vraiment dans lesquels tu as des infos qui sont applicables à l'infoprenariat actuel, en fait, et même à tous les business actuels. C'est des fondamentaux, en vrai. Donc, après, c'est sûr que c'est un peu de la intellectuelle d'aller en lire 100 sur le même sujet. Mais tu vois, je pense qu'il y en a certains où il y a des grosses infos à tirer et que tu l'appliques dans le business, ça fait quelque chose de beau. Mais c'est clair. oui, je peux Ouais, si comprendre tu que. lis des livres très précis, ouais, ils servent, mais
En fait, pour moi, le meilleur pour atteindre un objectif rapidement, c'est de payer quelqu'un qui les a déjà lus et qui sait comment les Ouais. appliquer spécifiquement dans notre niche, tu vois. Après, oui, c'est sûr que bah, c'est comme certains livres, genre Les 48 lois du pouvoir. Enfin, moi, je l'ai lu, mais ça me fume, les gens qui sont premiers degré. On va quasiment jamais utiliser les règles. À moins que tu sois un politicien et tout, tu vois, c'est très rare que je vais pas dépasser le maître, frère, tu vois. Donc, Ouais. c'est trop éloigné, souvent. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, justement, toi, dans la vente d'infoproduits, entre guillemets, etc., tu vois, comment est-ce que tu vois le marché évoluer à l'avenir, sachant qu'il y a l'IA, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Principalement, moi, de ce que j'ai remarqué, les gens vont de moins en moins payer pour de l'information, parce qu'elle est là dans tous les cas avec ChatGPT. Les gens vont te payer beaucoup pour la transformation. Donc, soit tu as des process qui sont déjà mis en place et te payent pour des accès, soit ils payent pour de l'accès à de l'humain, soit ils payent pour le fait que tu mettes de la pression derrière eux, que tu sois derrière eux, mais de moins en moins pour l'info. Si quelqu'un Ouais. veut juste me vendre de l'info, je vais pas le payer. C'était très intéressant. D'autres questions qui me viennent en tête directement. Ah si, j'en avais une sur le recrutement, justement, je crois. J'avais noté. Ah oui, pour toi, quelle est la première chose à déléguer évidemment, ça s'applique pas à tous les business, mais que tu vois le plus souvent, quelque chose qui est délégable assez facilement, qui a pas forcément de valeur ajoutée et qu'il faut faire rapidement pour pas perdre du temps, quoi. Montage vidéo, après le setting, et potentiellement également avoir une VA, Virtual Assistant, qui peut gérer un peu toutes les tâches chiantes, répétitives que tu gères. En soi, avec un monteur vidéo un peu plus penchant head of content, donc pas que du montage, donc il y a une vision de contenu, un bon CTA et une assistante ou assistant. Tu peux monter à 50, 100 000, enfin peut-être pas 100 000 quand même pas, mais 50 en tout cas. Et justement, toi, du coup, t'es à 70 aujourd'hui, tu veux faire 100 le mois prochain, enfin 100 ce mois-ci, et sûrement beaucoup plus après. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Qu'est-ce qui, selon toi, va te faire passer un step? Euh, Moi, c'est de taper les 200, 300 000 en France. Et Mhm. après, je pense que je me casse du marché français, je vais pas mentir, je vais aller aux US, en soi. Ok. Parce que je vois Ok, pas ouais, comment je fais 1 million d'euros par mois stable en France. bah, il y en a peu, hein, il y en a très 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 peu. Je pense que ça se compte sur les doigts enfin, sur ton marché, en tout cas. Il y a des mecs qui font 1 million, mais enfin, dans l'industrie ou quoi, bien sûr. Mais en ligne, il y a Yomi qui fait beaucoup de sous. Mais ouais, mais même Yumi, je sais pas s'il fait un M par mois, tu vois, c'est abusé. Bah, il a fait des gros lancements, quoi, mais oui, Ouais, c'est c'est ça. sûr que c'est vrai. Ok, donc direction les US après, pour être tout casser. C'est ça, Florent. Très beau. Bah écoute, merci beaucoup, c'était ultra intéressant. Dis-moi si jamais t'as une dernière chose que t'as envie de provide, un conseil ou quoi. Ouais, bah toi, j'ai vu que que tu fais un SaaS sur les podcasts. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Yes, moi du coup le SAS c'est ma deuxième activité donc en soi je mets pas autant de focus que j'aimerais mais en gros on connecte les experts et les podcasteurs donc les mecs qui sont un domaine d'expertise précis par exemple e-commerce peu importe contenu etc avec des podcasteurs pour que les deux puissent tourner des épisodes ensemble que ce soit en ligne ou en physique. Et voilà, parce que c'est une problématique que j'ai beaucoup rencontrée en lançant le podcast. Au début, j'y galérais, j'ai pris genre 6 mois à le lancer parce que je trouvais pas les bonnes personnes, etc. Et après, j'avais un bon réseau, donc ça allait. Mais au début, c'est très chaud et je vois que ça bloquait beaucoup de gens. Mais le premier business mon main sur lequel je mets le plus de focus, c'est un accompagnement justement pour les podcasteurs avec lesquels on va faire toute leur stratégie de contenu, plus justement certains leviers d'acquisition, que ce soit la story conversion, etc., pour qu'ils transforment leur podcast, leur trafic qui est d'ici, en machine à cash, en gros. Leur podcast en machine à cash, du coup. Ouais. C'est stylé, mec. C'est qui ton avatar? Genre, disons, quel âge, souvent, c'est quoi? C'est des podcasteurs qui ont souvent plus de 20 ans, donc plus grands que moi en vrai, 20-30 ans, qui soit ont un infoprod, soit un accompagnement, etc., coaching, consultant, tout ça. Donc en vrai, c'est ce type de personnes-là parce que, aussi des formations même plus classiques ou quoi, parce que c'est les personnes avec lesquelles on peut aller chercher le plus de résultats. Par exemple, des mecs qui ont des gros podcasts, enfin qui ont des podcasts et qui veulent juste avoir une meilleure autorité sur le marché ou quoi, parce qu'ils ont une grosse entreprise. On peut aussi travailler ensemble, mais ça va être moins quantifiable les résultats que je vais pouvoir leur apporter et ça va plutôt être niveau branding, niveau recrutement même, parce que le podcast ça peut aussi aider sur tout ça. Donc voilà. Ah, c'est lourd. Putain, ok. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Parce que même moi, genre, des fois, je voulais faire des podcasts, mais je sais pas comment connecter avec des podcasteurs, etc. Ouais, Ok. pour tourner, ouais, c'est carrément utilisé pour le genre de personnes comme toi qui veulent juste passer et même comme ça après ton monteur il reprend et ça te fait full extrait. Ça peut être utilisé dans ce sens-là, quoi. Ok, c'est clean. Bah, c'est parfait, mec. Personnellement, j'ai pas d'autres questions. En mode, t'en as une.
Non, j'ai rien qui me vient en tête. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Mais moi, je vais regarder l'épisode précisément pour moi-même appliquer certains points que tu dis qui sont très pertinents. J'espère que ça aura pu aider un maximum de personnes. Et je pense que les gars, il y a quelque chose à tirer de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à appliquer tout ce qui a été dit.